Le New York Times a inventé pour l'occasion cette expression, la kébabophobie. Comment y échapper? Si vous utilisez une messagerie, faites des recherches sur Internet ou encore vous déplacez avec un plan, vous utilisez forcément le moteur de recherche Google. Et à force de l'utiliser dans notre vie quotidienne, Google sait beaucoup de choses sur nous. Mais de notre côté, que savons-nous de lui? Nous nous sommes posé toutes les questions. Comment Google est-il né? Comment est-il devenu le moteur de recherche le plus riche du monde? Qui travaille chez Google? Et que fait Google de nos données personnelles? Voici les réponses à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Google. Et vous allez le voir, les révélations ne manquent pas pour réaliser ce document. Nous avons voyagé en France, aux États-Unis, en Irlande, mais aussi à Londres et à Bruxelles. Regardez, c'est un reportage de Sophie Roland et Aymeric Guillot. Sophie nous rejoindra tout à l'heure sur ce plateau. C'est mon ami intime. Tous les jours, je lui pose toutes sortes de questions. Un hôtel pas cher, un restaurant coréen, des horaires de train, une recette de cuisine, Google ne me quitte jamais. En quelques secondes à peine, il a réponse à tout. C'est ça, la magie de Google. Google, c'est aussi mon programme télé et mon traducteur préféré. I love Google. Bref, je ne peux plus m'en passer. Grâce à la messagerie Gmail, j'écris ou je reçois des mails, j'organise mon agenda et cet ami me suit partout. En voiture, je ne me déplace plus sans Google Maps. Dans la rue, je passe des coups de fil avec un téléphone Android exploité par Google. Je peux même lui parler. Ok Google, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Prévision concernant Paris pour aujourd'hui, 17 degrés avec un ciel partiellement nuageux. Google est devenu mon magasin en ligne grâce à son comparateur de produits, Google Shopping. Je peux aussi acheter des billets d'avion sur le comparateur de vol Google Flights, regarder les derniers clips à la mode sur YouTube, le site vidéo de Google. Alors, à force de vivre en permanence avec Google, il connaît mes goûts, mes rendez-vous, mes vidéos préférées, ce que j'aime acheter, où je pars en vacances. Bref, il sait tout de moi. Et moi, que sais-je de Google? Google veut tout savoir sur nous, mais il veut qu'on sache rien sur lui. En 17 ans, Google est devenu le moteur de recherche le plus riche du monde, avec 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À sa tête, deux hommes aux ambitions les plus folles. Faire rouler des voitures sans conducteur, créer des robots pour remplacer les hommes. Tous les jours, je me demande comment je vois le futur et comment puis-je le créer. Alors, peut-on faire confiance à Google? Au fil de mon enquête, je vais aller de surprise en surprise. Aux États-Unis, au siège de la firme, je vais découvrir que derrière l'ambiance de club de vacances, tout est fait pour rendre les salariés les plus productifs possibles et que certains finissent par craquer. J'ai fait un burn-out à force d'être connecté tout le temps. En Irlande, à Dublin, je vais comprendre comment Google réussit à gagner beaucoup d'argent grâce à la publicité, tout en payant un minimum d'impôts. En France, je vais voir à quel point Google nous suit à la trace dans notre vie quotidienne. Et ça commence même à l'école. Des traces parfois embarrassantes et difficiles à effacer. Enfin, à Londres, je vais découvrir comment Google livre nos données personnelles au service de renseignement à notre insu. Créer la machine d'espionnage du futur. Faut-il avoir peur de Google? Comment ce moteur de recherche est-il devenu aussi puissant? Enquête sur la face cachée du géant du net, le plus secret du monde. Google, c'est d'abord une success story, comme l'Amérique les aime. Comme souvent dans les belles histoires, celle de Google commence en Californie, sur le campus de la prestigieuse université de Stanford. Nous sommes en 1995. Larry Page et Sergey Brin sont alors étudiants en informatique.
Ces deux jeunes surdoués ont un projet de thèse un peu fou. Créer un nouveau moteur de recherche pour surfer sur Internet. Leur professeur de l'époque, Terry Winograd, est fier de jouer les guides pour les journalistes. Lydia, il y a une équipe de télé française qui fait un reportage sur Google et comme tu le sais, ton bureau est célèbre. Oui, je sais. Larry avait son bureau ici et celui de Sergey était là-haut avec un autre groupe. Dire que je mets mes pieds là où Larry Page entreposait les premiers serveurs de Google. Pour créer leur moteur de recherche, ils vont d'abord enregistrer et stocker des millions de pages Internet sur des disques durs. Mais à l'époque, les deux étudiants ont peu d'argent. Ils doivent faire appel à leur imagination pour protéger leur bibliothèque numérique, comme en témoigne cette drôle de construction en Lego qui trône dans l'entrée de l'université. Voici les premiers disques durs où ils ont enregistré toutes les pages du web de l'époque. Comme ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un boîtier pour protéger leurs disques, ils ont fait un boîtier en Lego. C'était solide, ça marchait bien, c'était amusant, et ils avaient un côté très enfantin. L'imagination débordante de ces deux grands enfants attire les investisseurs. Encore étudiants, ils décrochent un chèque de près de 100 000 €. Leur chèque en poche, ils s'installent comme toutes les startups dans un garage. C'est ici que naît Google en 1998. Très vite, le moteur atteint les 3 millions de requêtes par jour. Plus rapide, plus performant, Google dame le pion à ses concurrents de l'époque, comme Lycos ou AltaVista. 6 ans plus tard, Google entre en bourse. Les deux fondateurs deviennent en une journée les nouveaux milliardaires de la Silicon Valley. Aujourd'hui, à 42 ans, Larry Page et Sergey Brin pèsent chacun 30 milliards d'euros et font partie des 20 plus grosses fortunes mondiales. Alors forcément vu comme ça, Google, ça fait rêver. J'aurais bien aimé rencontrer les fondateurs, voir leurs équipes travailler pour comprendre comment fonctionne cette énorme machine. J'ai donc envoyé un mail à leur service de presse. Quelques jours plus tard, voici la réponse de Google. Nous n'avons pas de bande passante suffisante pour nous engager dans un reportage. Drôle d'expression pour me dire qu'ils n'ont pas le temps. Alors, je me suis invitée sur leur terre, en Californie. Au cours de mon voyage, je vais constater que l'esprit start-up, cher à ces deux ingénieurs, a bien changé. Voici San Francisco et son célèbre Golden Gate Bridge. Je suis en route pour la Silicon Valley. C'est ici que l'empire Google est né. Le logo est à lui seul une adresse, omniprésent à chaque coin de rue. Le géant du net occupe une trentaine de bâtiments et il attire les touristes du monde entier. Mets-toi là, près de la voiture Google. Ce jour-là, un groupe d'étudiants japonais prend la pause devant un véhicule qui a fait le tour du monde. Cette voiture un peu étrange a cartographié la planète et c'est grâce à elle que l'on peut se localiser. Que pensez-vous de Google? C'est sympa. C'est génial, ils ont des super bureaux. Vous aimeriez travailler ici? Ah oui. Voilà ce qui fait rêver ces jeunes. Au siège de Google, à Mountain View, l'ambiance est plutôt cool. Beach volley, petit coin bar à l'ombre, déjeuner gratuit en terrasse, on se croirait dans un club de vacances. Les salariés qu'on appelle les Googlers ont en moyenne moins de 30 ans et tous ont l'air très heureux. Quand je les interroge en caméra discrète, ils ne disent pas autre chose. C'est cool de travailler ici? Oui, regardez. Je travaille ici depuis 1 an. L'énorme avantage, c'est la nourriture gratuite. Ça, c'est top. On est très bien payé, donc ça résout pas mal de problèmes au quotidien. Et les conditions de travail sont vraiment incroyables. Il y a des enfants partout, c'est toujours comme ça? Non, pas tous les jours. Là, c'est juste une journée spéciale, où les salariés peuvent venir travailler avec leurs enfants. Pour cette journée spéciale enfants de Googlers, tout est prévu. Jeux, activités en plein air à la gloire de Google,
Et pour finir, une jolie photo souvenir. Comme cette jeune fille, fière d'afficher sur son écriteau que son papa travaille chez Google. C'est comme ça que la firme américaine construit son mythe. Pour nous convaincre que l'ambiance est aussi cool à l'intérieur, Google a mis en ligne ses vidéos. Cantine gratuite, salle de gym, fauteuil de massage, baby-foot. Bref, à en croire ces belles images, Google, c'est l'endroit rêvé pour travailler. Chaque mois, l'entreprise recrute des dizaines de nouveaux salariés. Mais devenir un Googleur n'est pas donné à tout le monde. L'entreprise reçoit 2,5 millions de CV par an et n'en retient en moyenne que 7 000. La firme a l'embarras du choix et la sélection est impitoyable. David Beazer est un ancien chasseur de Googleurs. Pendant 7 ans, cet Américain a participé à l'embauche de 5 000 salariés en Europe. Pour comprendre les méthodes de recrutement du géant du net, il nous montre cette vidéo qu'il a réalisée pour le site. Google réunit les personnes les plus créatives de la planète. Et c'est pour ça que nous souhaitons savoir ce que vous avez d'unique et voir en quoi vous pouvez devenir un pur produit Google. Avant de devenir un pur produit Google, il faut d'abord passer 8 entretiens en moyenne. Et parfois, c'est bien pire. Une fois, un candidat qui postulait pour un poste marketing a passé 21 entretiens. C'est un cas extrême, bien sûr. Pourtant, le pire dans cette histoire, c'est qu'à la fin, j'ai dû l'appeler pour lui dire qu'il n'était pas pris. Google veut embaucher les plus créatifs et les plus diplômés. Ce qui fera la différence, c'est un critère plutôt étonnant, la googlitude. Ça veut dire, qu'avez-vous fait d'impressionnant dans votre vie? Ce n'est pas juste dire j'aime voyager, j'aime faire du bateau. C'est plutôt, j'ai appris à faire du bateau quand j'avais 5 ans. J'ai fait partie d'un club. J'ai fait de la compétition à haut niveau et j'étais bon. J'ai participé à des régates nationales. J'ai eu des récompenses. Bref, c'est ce niveau d'intensité que Google recherche. La googlitude. Cette expression, créée de toutes pièces par les fondateurs, n'a qu'un but. Repérer ceux qui seront capables de tout donner pour Google. Celui qui connaît le mieux la googlitude se trouve dans ce restaurant, à 30 minutes du siège du géant du net. 2 poulets au curry. Charlie Ayers est un mythe pour les Googlers. C'est lui qui a créé la cantine de Google et en a fait l'une des plus réputées de la Silicon Valley. Ici, on sert entre 125 et 200 repas par jour. Et chez Google, c'était combien? C'était des milliers par jour. Ce qui a fait le succès de sa cuisine, ce sont ses petits plats, dignes des meilleurs restaurants, avec des ingrédients locaux et bio. Voilà le Buddha Bowl, ma spécialité. C'est un plat végétarien. Il y a du riz complet, une purée de chou-fleur, une bonne poêlée de légumes et de champignons, des oignons caramélisés et des carottes. Vous faisiez les mêmes recettes chez Google? Oui, la mission était de faire des menus bons pour la santé, qui n'intoxiquent pas le corps des salariés, pour qu'ils puissent rester concentrés toute la journée. C'est mieux que de leur offrir un plat bien lourd à digérer qui fait dormir après le repas. En fait, mes menus augmentaient leur productivité. Bien nourrir ses salariés pour les faire travailler plus, c'est ça, l'une des recettes du succès de Google, inventée dès le départ. Charlie a été l'un des premiers salariés embauchés par les fondateurs. Ah, c'était il y a longtemps. Vous vous reconnaissez? Oui, mais j'ai l'air bien plus jeune. Sur cette vidéo de 1999, on voit le jeune Charlie. Et dans la queue, les 2 patrons de Google, Larry Page et Sergey Brin. Dès cette époque, ils ont quelques astuces pour rendre les salariés plus efficaces. Larry m'a demandé d'afficher le menu à la dernière minute, pour éviter que les salariés n'aillent manger au restaurant. Parce qu'une journée d'ingénieur, ça coûte cher. S'ils prennent trop de temps pour leur pause déjeuner, la productivité ne monte pas, elle s'effondre. Donc, mon menu, c'était la surprise du chef tous les jours. Ça fonctionne si bien que la cantine de Google devient vite un lieu de vie incontournable pour les salariés et les anciens s'en souviennent comme si c'était hier.
Christophe Pépin est un ancien googleur. Pendant 7 ans, il a travaillé comme commercial chez Google. Aujourd'hui, il est fier de nous montrer son album souvenir. Il a bien connu les avantages de la firme et ses effets sur les salariés. La magie du système, c'est que sans s'en rendre compte, on va avoir envie de bien faire, quoi. Quand vous avez fait un break de 30 minutes parce que vous avez pu vous dégourdir un peu les jambes, les bras et les yeux à faire un petit baby-foot ou une partie de PlayStation avec vos collègues, vous retournez à votre poste de travail à fond, quoi. À la cantine, les salariés dînent souvent en famille, même le soir. Chez Google, vie privée et vie professionnelle n'ont plus de frontières. L'idée de leur offrir le repas du soir, c'est aussi de dire on ne veut pas que vous vous priviez de voir votre femme et vos enfants si vous en avez. Donc dites-leur de venir, ils vont manger avec vous, vous leur faites la bise, les enfants, la petite famille retourne à la maison, et vous, s'il vous reste 2 heures de travail, eh ben, vous pouvez le faire dans de bonnes conditions, vous êtes content, vous avez vu vos enfants avant qu'ils se couchent. Voilà, donc comme vous êtes content, bah, vous retournez travailler l'heure qui vous reste content, et puis vous rentrez à la maison content, et puis de jour en jour, on est content. Voilà, c'est aussi simple que ça. La cantine est bien plus qu'un restaurant d'entreprise. Sur cette vidéo mise en ligne sur Google, les salariés n'hésitent pas à y dévoiler leur vie privée. Comme ce googleur qui fait une demande en mariage devant ses collègues de bureau. Il y a un moment où la vie chez Google peut devenir la vie tout court, une raison d'être, une raison de faire. Et là, il se projette éventuellement à long terme. Entrer chez Google, c'est entrer dans une nouvelle famille. Mais pour ceux qui en ont déjà une, comme Christophe, cela peut devenir un peu lourd. Cette culture d'entreprise a fini par peser sur sa vie de famille. Au bout de 7 ans, il a préféré partir. Il y a 3 ans, ça a été aussi une période où je voulais consacrer un peu plus de temps à mes enfants. J'ai eu un petit peu envie de lever le pied aussi. La googlitude ne convient pas à tout le monde. Et ceux qui ont du mal à s'intégrer sont vite remerciés. C'est ce qui est arrivé à un ancien salarié que nous avons contacté par téléphone. Voilà ce que lui aurait dit son chef le jour de son licenciement. Il m'a juste répondu « tu es culturellement incompatible ». Et là, sur le coup, ça veut dire quoi? Et à la réflexion après, je pense que le mot culturellement incompatible voulait dire surtout pas assez dans le moule, pas assez aligné sur la culture Google. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas assez googly? Ah oui, clairement. Ah, clairement. C'est un peu la même chose qu'on retrouve chez Disney ou chez Apple, toutes ces boîtes-là. Cette capacité à s'injecter un peu de l'ADN de la boîte, mais à un point où on laisse son cerveau au vestiaire, quoi. C'est pas aussi caricatural qu'une secte, mais on sent qu'il y a un poids comme ça, un peu indicible, mais très présent. Cette culture de la googlitude, d'anciens salariés de Google l'ont dénoncée sur ce blog. La plupart anonymement. Stress, fatigue, productivité, ces témoignages bousculent le mythe de l'entreprise parfaite. Tous ces avantages qu'on nous offre ne sont qu'illusions. Ils vous font rester au travail et vous rendent plus productif. Je ne sais pas si Google embauche des gens accros au travail ou si c'est Google qui les rend accros. L'un des seuls anciens Googlers qui ose signer de son nom, c'est Joe Canella. Je décide d'aller le rencontrer. Retour en Californie. Au dernier étage de cette maison typique de San Francisco, Joe prend enfin le temps de profiter de cette vue unique. On voit bien le Golden Gate là-bas, juste à gauche de l'église. Joe a quitté Google il y a 2 ans, après y avoir travaillé pendant 9 ans. De ses années Google, il a gardé cette drôle de couverture qu'il a lui-même fabriquée. Ça, c'est tous les t-shirts que je portais quand j'étais chez Google. Là, il y a le t-shirt de Charlie, le chef cuisinier. Ma vie était googlisée, j'étais un googleur.
Je mangeais Google, je portais des t-shirts Google, etc. À l'époque, Google est devenu rapidement sa nouvelle famille. Aller au bureau, c'était comme rentrer à la maison. Je travaillais tout le temps, j'envoyais des mails à 2 ou 3 heures du matin. C'était comme une seconde nature. C'est vrai dans beaucoup de grandes sociétés, mais chez Google, la culture d'entreprise est forte et sympa. Et si vous ne faites pas attention, Google peut prendre une grande part de votre identité. Mais au bout de 9 ans, Joe finit par craquer. J'ai fait un burn-out, à force d'être connecté tout le temps. Ce qui est unique chez Google, c'est que vous ne le voyez pas venir. Parce que tout le monde vous dit sans arrêt que vous seriez fou de quitter une entreprise si géniale. Du coup, je n'arrivais pas à me convaincre que je pouvais avoir une vie en dehors de Google. Qui nous a offert tout ça ? Désormais, pour lui, une nouvelle vie commence. Cet ancien célibataire sera bientôt papa pour la première fois. Vous êtes prêts, les gars ? Nous, on est prêts. Joe est prêt à vivre sans Google, loin de son ancien métier de commercial. Parmi les 54 000 Googlers, il y a de nombreux ingénieurs, mais aussi des commerciaux qui vendent de la publicité. Le moteur de recherche est gratuit. C'est donc grâce à la pub que Google gagne de l'argent. Ces annonces, c'est 90% de ses revenus. Retour à Paris. Allons faire un peu de shopping. Quelle pièce tu veux qu'on mette en avant là, Paris ? Ces chemisiers, ces vestes, ces robes sont des vêtements de grande marque. Renault les vend à prix cassé sur son site internet. On a plus de 100 000 robes en ligne. Son produit phare, les robes. Pour les écouler sur le web, il a un moyen simple et efficace. Il fait de la publicité sur Google. Je voulais voir avec toi sur notre positionnement sur Google. Dès qu'il tape les mots « robe, occasion, noir » sur le moteur de recherche, voilà le résultat. Son site est en tête dans une partie réservée à la publicité, identifiée par cet encart annonce en orange. Pour arriver à ce résultat, il a dû acheter les mots « robe, occasion, noir » à Google. Et cette combinaison de mots a un prix. Alors là, pour être sur la première page, c'est 20 centimes du clic. 20 centimes le clic, ça ne paraît pas beaucoup. Sauf que le prix varie tout le temps, car les mots sont vendus aux enchères. C'est le plus offrant qui emporte la première place sur Google. On n'est pas les seuls à essayer de se positionner sur la combinaison de mots robe, noire, occasion. On a des concurrents. Donc l'enjeu va être de pouvoir se maintenir toujours à la meilleure place, qui est la première place, sur les annonces. Et justement, lors de notre tournage, Google le prévient que l'enchère est insuffisante pour rester en tête des résultats. Alors, pour garder la première place, le site va payer 25 centimes le clic. Et c'est comme ça pour tous les mots qu'il achète, plus de 60 000 par mois, avec des dizaines de combinaisons différentes. Renault doit enchérir tous les jours, un jeu très compliqué. Dans ce système d'enchères, c'est qu'on ne connaît pas la concurrence. On n'est pas comme dans des enchères publiques, dans une salle de vente. Vous voyez les personnes qui enchérissent, vous savez combien ils sont, vous savez jusqu'où ils sont prêts, quasiment où ils sont prêts à aller. Là, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a eu 10 personnes qui enchérissent, à combien. Donc on est un peu dans le flou et on doit faire notre meilleure estimation pour avoir la position qu'on souhaite. Il y a Google qui sait, lui seul. Exactement. Au final, cet entrepreneur verse 300 000 € par an à Google, la moitié de son budget marketing. Ces mots rapportent beaucoup d'argent à la firme américaine, plus de 60 milliards d'euros en 2014. Des millions de sites internet font de la publicité sur le moteur de recherche. Désormais, le géant du net veut aller plus loin et conquérir aussi les commerçants du coin de la rue. Pour ça, il a trouvé une technique efficace qui ne lui coûte pas un centime. Quand Eric se rend dans le centre de La Rochelle, ce n'est pas pour faire du lèche-vitrine ni pour consommer, c'est lui qui vient proposer ses services. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Eric Gaborio, photographe agréé Google pour le service des visites virtuelles.
Eric photographie l'intérieur des commerces, des visites virtuelles qui permettent à l'internaute de voir les lieux avant de se déplacer. Donc l'intérêt, c'est que vous lui permettez de découvrir l'ambiance directement depuis son ordinateur. Ce restaurant est déjà répertorié sur le moteur de recherche. Téléphone, localisation, tout est indiqué. Google l'a fait gratuitement et c'est comme ça pour tous les commerçants. Ajouter une visite virtuelle, c'est plus de clients potentiels pour le restaurant, mais pour ce service supplémentaire, il faut payer. Et pour un établissement comme le vôtre, il faut compter à peu près 400 € hors taxe, voilà, pour la réalisation de la visite virtuelle. Cet argent n'ira pas dans la poche de Google, mais dans celle d'Eric. Pour le moteur de recherche, le but c'est d'approcher les petits commerces en douceur. Alors c'est tout bénef pour Google parce qu'il a sur le terrain des gens qui vont être un peu des ambassadeurs, qui vont présenter Google et qui vont aider Google à venir sur le terrain du commerce local. Voilà. Au revoir. Cet ancien photographe indépendant est devenu ambassadeur Google depuis 2 ans. Chaque semaine, il arpente les rues du département pour convaincre les commerçants locaux. Et ses arguments finissent par payer. Nous retrouvons Eric sur l'île de Ré. Il a décroché une visite virtuelle dans cet hôtel. Voilà, donc le jardin piscine. D'accord. Donc je vais faire 2 photos à 360 degrés. Pour réaliser cette visite virtuelle, Eric va prendre plus de 1000 photos des plus beaux endroits de l'hôtel. Voilà, c'est terminé. Vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire? Très bien. En plus, on a eu beau. Dans quelques semaines, cette visite virtuelle sera mise en ligne sur Google. Et voilà à quoi elle ressemble. Pour visiter l'hôtel en un clic, la directrice va payer 750 € à Eric. Google ne touche rien, mais compte bien réussir à en tirer profit. La visite virtuelle, c'est aussi un moyen pour Google détourné de se faire connaître auprès des commerçants pour derrière leur vendre un produit qui va être de la publicité en ligne. Mais qui va gagner plus d'argent dans l'affaire? Google gagnera forcément plus d'argent en vendant de la publicité derrière. Ça, c'est bien entendu. Après la mise en ligne de cette visite virtuelle, la directrice de l'hôtel recevra ce mail de Google. Un bon de réduction de 75 € pour l'inciter à faire de la publicité. Mais aujourd'hui, Google a trouvé un autre moyen de gagner de l'argent. Il crée ses propres services. Google Shopping et Google Flights, des comparateurs de prix qui concurrencent directement les comparateurs classiques. Pour Jean-Pierre Nadir, patron d'Easy Voyage, Google est devenu son meilleur ennemi. Là, ils ont peaufiné, donc... Jean-Pierre aime nous faire voyager dans le monde entier. Alors, ces nouvelles photos? Depuis 15 ans, il dirige un site de comparateurs de vols et d'hôtels. Ouais, très chouette. Son site est en plein lifting. Avec ses nouvelles photos, il espère séduire de nouveaux clients. Depuis quelques mois, il en a perdu beaucoup. Il a même dû licencier 20 personnes, tout ça selon lui à cause de Google. Pour nous expliquer le problème, il va nous faire une démonstration avec un vol Paris-Casablanca. Donc si on cherche par exemple un vol pour Casablanca, vous trouvez 3 résultats donc sponsorisés, donc publicitaires, puis les résultats publicitaires donc sur le côté, et en plein milieu, le moteur donc de Google Flight. Depuis l'arrivée de Google Flights il y a 4 ans, le site de Jean-Pierre apparaît en bas de page, beaucoup moins bien placé qu'avant. Pourquoi donc on trouve que c'est grave? Pour une raison très simple, c'est qu'on constate aujourd'hui une perte de près de 30% de trafic sur cette partie spécifique au vol. Ce qui met Jean-Pierre en colère, c'est que le comparateur de Google est toujours en tête des résultats, alors que ses prix ne sont pas forcément les meilleurs. Pour nous le prouver, il fait une comparaison avec son propre site. Le meilleur prix proposé par le moteur de Google est 237 €. Si on fait la même recherche sur Easy Voyage, on constate assez rapidement que le meilleur tarif est à 164 € vendu par Voyage SNCF. Le vol proposé par Google est 70 € plus cher que celui de son site. Donc là, on voit bien qu'il y a le fait du prince qui décide que ces services sont systématiquement donc en tête, quel que soit le niveau de performance des autres compétiteurs. Et c'est là qu'est le vrai problème. Google manipule-t-il les résultats pour mettre en avant ses propres services au détriment de ses concurrents? C'est la conviction de Jean-Pierre Nadir. Comme d'autres sites, il s'est plaint à la Commission européenne pour dénoncer les méthodes de la firme américaine qui détient 90% du marché en Europe.
Les concurrents de Google ont fini par être entendus. 5 ans après les premières plaintes, l'Europe vient de déclencher une procédure officielle pour abus de position dominante, ce que conteste la firme américaine. Au siège de la Commission européenne, je vais rencontrer celle qui fait trembler Google. Bonjour, enchantée. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Margrethe Vestager est la nouvelle commissaire européenne à la concurrence. Lorsqu'elle est arrivée en décembre dernier, cette ancienne ministre danoise a hérité de nombreux dossiers très sensibles. J'imagine que vous aviez beaucoup de dossiers quand vous êtes arrivée. Oui, il y avait plein de dossiers partout qui m'attendaient sur ce bureau. Parmi ses priorités, le dossier Google. Pendant des mois, elle a reçu la trentaine de plaignants, puis elle a tranché. Le géant américain ne respecte pas les règles de concurrence en Europe. Ce n'est pas un problème d'être gros. Vous pouvez avoir beaucoup de succès, créer plein d'emplois, mais en Europe, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos muscles et votre poids pour abuser de la situation. Le problème, c'est que Google utilise sa position dominante sur le marché pour favoriser ses propres services. Et c'est un problème pour le consommateur? Oui, parce qu'il n'a pas les résultats les plus pertinents. Réputée inflexible, la nouvelle commissaire est déterminée à aller jusqu'au bout. Mais la procédure pourrait durer des années. Google risque une amende qui peut aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires, soit 6 milliards d'euros. Dans le viseur de Bruxelles, il y a aussi les pratiques fiscales de la firme américaine. Je m'envole pour l'Irlande, à Dublin. Nous allons découvrir comment Google réduit ses impôts grâce à un système très ingénieux. Il y a 30 ans à peine, personne n'aurait misé sur ce quartier de Dublin. Aujourd'hui, c'est le nouveau royaume de la high-tech. Des buildings très design ont surgi de terre. Parmi eux, cet immense bâtiment aux couleurs de Google. La firme américaine s'y est installée il y a 12 ans. Elle emploie près de 2500 salariés. Mais que font-ils à Dublin? Quand nous cherchons à les interroger, difficile d'obtenir une réponse. Bonjour, vous travaillez pour Google? Quel type de travail faites-vous ici? Bonjour, quel type de travail faites-vous ici? Mais vous êtes qui? Je suis journaliste pour la télévision française à Paris. On n'est pas supposé vous parler. Vous ne pouvez pas parler aux journalistes? Pourquoi? Pouvez-vous au moins me dire quel genre de travail vous faites ici? Si vous voulez, je peux vous rediriger vers le service de presse. Mais la sécurité interrompt notre discussion. Vous n'avez pas le droit de filmer nos bâtiments. Je suis dans la rue, j'ai le droit de filmer? Non, ici vous êtes sur la propriété de Google. Ok, où est la limite alors? Juste là. Ok, donc là je suis chez Google, là je suis dans la rue, donc si je reste là, je suis bien. Oui, arrêtez de filmer. Je vous ai demandé d'arrêter de filmer. Nous tentons notre chance un peu plus loin. Bonjour, vous travaillez pour Google? Non. Mais je vois votre badge là. On nous a appris à dire non. Vous faites quoi comme travail ici? Je vends de la publicité comme la majorité de mes collègues. Ici, c'est le siège de Google Europe. On couvre tout le marché européen de la pub. Pourquoi Google facture-t-il toutes ces publicités depuis l'Irlande? La réponse, je vais la trouver à la prestigieuse université de Trinity College. Je vais y rencontrer un professeur de finance réputé. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, enchanté. James Stewart tient dans ses mains un document précieux, les comptes annuels de Google Irlande. Le chiffre d'affaires donne le vertige. Plus de 17 milliards d'euros en 2013. Google Irlande facture ses clients basés en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc, tous les revenus de cette filiale irlandaise viennent des publicités facturées dans les pays européens. C'est comme ça que Google Irlande est devenue la principale source de revenus du groupe, en dehors des États-Unis. Si Google a fait de l'Irlande sa principale source de revenus en Europe, c'est parce qu'il profite d'un système fiscal très avantageux qu'on appelle le Double Irish. Un système un peu compliqué. Alors, James va me l'expliquer grâce à un petit schéma.
Google Irlande reverse une grande partie de ces 17 milliards d'euros à une autre société, la holding Google Irlande, qui détient les droits de propriété du moteur de recherche. Cette holding a une double adresse, en Irlande, mais aussi aux Bermudes, où le taux d'imposition est de 0%. Donc sur la totalité de ses revenus, Google a un taux d'imposition très faible. Le Double Irish, c'est donc une société domiciliée dans 2 pays à la fois. Grâce à cet avantage fiscal tout à fait légal, Google a un taux d'imposition de 2,4% en Europe, 10 fois moins que la moyenne. Google a ainsi économisé près de 3 milliards d'euros d'impôts depuis 2007. Un manque à gagner énorme pour de nombreux États européens. La Grande-Bretagne a d'ailleurs auditionné le patron de Google Europe pour qu'il s'explique sur ce montage financier. Nous payons tous les impôts que vous nous demandez. Je ne vous accuse pas d'agir illégalement, mais de vous comporter de manière immorale. Face à la pression des pays européens, l'Irlande a fini par céder. En novembre dernier, elle a mis fin au Double Irish. Désormais, Google ne pourra plus transférer ses profits dans un paradis fiscal. Le groupe a 5 ans pour se mettre en conformité. Pour les associations qui luttent contre l'évasion fiscale des multinationales, la fin du Double Irish ne suffit pas. Bonjour. Bonjour Sophie, enchantée. Il faut que les entreprises payent des impôts dans les pays où elles ont des activités, là où elles font réellement leurs profits. Sans harmonisation fiscale en Europe, Google pourra continuer à facturer ses publicités dans les pays où les taxes sont les moins élevées. Si Google est devenu aussi puissant, ce n'est pas seulement grâce à ses astuces fiscales, c'est aussi parce qu'il en sait beaucoup sur nous. Google est un moteur totalement gratuit. En contrepartie, il veut nous connaître dans les moindres détails pour nous envoyer de la publicité toujours plus ciblée. Direction la banlieue parisienne, au petit matin. Même quand il s'occupe de sa fille, Pejvan garde toujours son téléphone avec lui. Oui, c'est Mathis. Ces photos, c'est son dernier album de vacances, entièrement géolocalisé. L'itinéraire du voyage, la date où a été prise chaque photo, tout est indiqué. Pourtant, Pejvan n'a rien fait. Google a créé cet album tout seul. Oh, regarde. La première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, j'ai regardé et j'ai trouvé que le rendu était vraiment sympa. Donc, tout de suite, l'appréhension disparaît, en fait. Grâce à une nouvelle application créée par Google, Pejvan est géolocalisé en permanence. La firme sait toujours où il est et peut même lui dire à quel moment il doit partir à son rendez-vous. Ah, il est temps de partir pour arriver à l'entretien. Ce qui est pratique, c'est que quand il sait où se trouve le lieu du rendez-vous, il calcule les trajectoires, les directions, il sait s'il y a des embouteillages, et donc il m'avertit au moment où il pense qu'il faut que je parte. Avant de partir, c'est lui qui laisse un message à Google. Ok Google, rappelle-moi de sortir les poubelles en rentrant chez moi. Voici votre rappel défini pour se déclencher lorsque vous êtes à l'endroit suivant, domicile. Voulez-vous l'enregistrer? Oui. Pejvan n'a pas besoin de préciser l'heure. La firme américaine connaît l'adresse de son travail et de son domicile. Elle saura donc exactement quand il rentre chez lui. Là, au moment où je vais rentrer chez moi, il va se rendre compte que je suis chez moi et il va me rappeler de sortir les poubelles. Si Google arrive à faire tout ça, c'est parce qu'il croise toutes les données de Pejvan. Ses contacts, ses mails, ses photos, son agenda. Un assistant personnel très intrusif qui l'alerte, même sur son lieu de travail. Bon, par exemple, là, en fait, j'ai mon prochain rendez-vous pour le déjeuner. Donc, il m'affiche l'endroit du déjeuner, l'heure et notre emplacement de parking. Sachant qu'on n'a à aucun moment informé Google qu'on prenait la voiture, et qu'on se garait quelque part, etc. Donc, il a tout déduit de lui-même sans que j'ai besoin de faire la moindre intervention. Google anticipe tout sur ce que vous voulez faire. Il essaye, ouais. Donc, avec ce que ça peut avoir d'un peu effrayant. À force d'être géolocalisé, Pejvan a donné beaucoup d'informations à la firme américaine. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder sur son compte Google.
Le géant du net connaît l'historique de toutes ses recherches sur le web depuis des années. Il a stocké ses 3330 photos, ses 86 709 mails et ses déplacements jour par jour, heure par heure. Google peut même reconstituer tous ses trajets au mètre près. Google sait énormément de choses sur moi. Que fait Google de ces données? Combien de temps sont-elles stockées? Là-dessus, les règles de confidentialité sont floues. C'est bien ce que lui reproche la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté l'a condamné à payer l'amende maximale de 150 000 €. Plus d'un an après cette sanction, Google a fait des modifications qui restent selon la CNIL insuffisantes au regard du droit français et européen. Pourtant, le géant américain va encore plus loin. La firme collecte aussi les données des enfants. Albi, à 1 heure de Toulouse. Dans la cour du lycée, la plupart des élèves sont branchés sur leur smartphone et surfent sur Google, bien sûr. Mais ici, Google ne s'arrête pas à la porte de la classe. Allez-vous rentrer, s'il vous plaît? Lionel Brun est professeur d'informatique dans cette classe de terminale. Depuis 3 ans, il a totalement changé sa façon de faire cours. Normalement, vous êtes autonome. Dans 20 minutes, vous avez rendu la copie. Bon, ben allez-y. Pour faire leurs exercices, fini les feuilles de papier. Le professeur envoie un document sur ordinateur. Chaque élève peut ainsi y accéder et faire l'exercice en direct. Tout ça grâce à un outil créé spécialement par Google pour les écoles. Bien, les 20 minutes sont à présent écoulées. Donc, vous allez rendre la copie. Pour rendre leur copie, rien de plus facile, un clic suffit. Le professeur les reçoit sur son ordinateur. Il peut les corriger et les noter bien plus vite qu'une copie papier. C'est assez pratique. Ça fait gagner du temps. Un bon moyen pour Google de fidéliser ses élèves dès leur plus jeune âge, mais pas seulement. Pour utiliser cette application, le professeur a créé un compte sur la messagerie de Google Gmail pour chacun de ses élèves, comme Joris. Nous lui demandons de regarder dans l'historique de son compte. Surprise, Google connaît ses déplacements en dehors de l'école, son numéro de carte bancaire et les achats qu'il a fait avec. C'est fou. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas tout ça. Les paiements, les trajets qu'on faisait, tout ça, non, je savais pas. En fait, Joris est connecté en permanence à son compte Gmail grâce à son téléphone Android qui le suit partout. Il y fait également des achats, comme ses jeux par exemple. C'est comme ça que Google peut savoir ce qu'il fait quand il n'est pas en classe. Google profiterait donc de l'école pour collecter les données personnelles des élèves. Le professeur en est bien conscient. Est-ce que je suis gêné par le fait que des grandes entreprises collectent des informations sur des jeunes? Si, bien sûr, c'est pas plaisant. Pour l'instant, la balance, elle penche du côté des usages, donc on préfère l'utiliser. Ce professeur a donc choisi de faire confiance à Google, et il n'est pas le seul. 30 millions d'élèves dans le monde utilisent aujourd'hui Google à l'école. Il est toujours possible de désactiver l'historique de ses recherches, sa localisation, mais ça ne suffit pas toujours. Sur Google, il y a des traces indélébiles qui nous suivent partout et que certains aimeraient oublier pour de bon. Vous ne verrez pas son visage. Nicolas préfère témoigner de façon anonyme, et voilà pourquoi. Quand il tape son nom et son prénom sur Google, s'affiche en tête des résultats une série de photos de lui en petite tenue. Le problème, c'est qu'en fait, ces photos ont été reprises par plein de sites internet, par plein de blogs, et ça a nuit à mon image, et donc ça, je veux pas. Ces photos, il les a prises il y a 3 ans. Il était alors étudiant en école de commerce et faisait du mannequinat pour arrondir ses fins de mois. Depuis, il a essuyé de nombreux refus lors de ses recherches d'emploi. Je recherchais de l'emploi, j'ai postulé, j'ai fait parvenir mon CV, j'ai passé l'entretien, ça s'est très bien passé. Et quelques semaines après, ma candidature n'avait pas été retenue. J'avais trop de contenu sur Internet, ça passait pas, c'était trop osé, ça posait un véritable problème. Il a fini par décrocher un poste de commercial. Son patron lui a donné sa chance à une condition, faire le ménage sur Google. Alors, il a rempli ce qu'on appelle un formulaire de droit à l'oubli, disponible en ligne.
En clair, il a demandé à Google de supprimer tous les liens vers les sites internet associés à son nom. Il y en a près d'une centaine. Quelques semaines plus tard, il a reçu une réponse négative. Pour Google, Nicolas est mannequin. Ses photos peuvent l'aider dans son travail. C'est pas mon métier, donc ils sont à côté de la plaque. Je peux pas avoir quelqu'un au téléphone, je peux pas envoyer le courrier. Il y a une réponse, elle est définitive et après on peut plus rien faire. Le cas de Nicolas n'est pas exceptionnel. Google reçoit près de 500 demandes par jour et en refuserait les 3/4. Alors, pour nettoyer son passé sur Google, Nicolas a décidé de faire appel à une agence spécialisée. Vous allez bien? Ça va? Oui, très bien. Bertrand Girin dirige cette agence depuis 3 ans. Sa spécialité, aider les internautes à retrouver leur réputation sur Internet, et cela ne va pas être simple. Ces photos, on ne peut pas les effacer. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que Google ne choisisse plus dans le bandeau images les photos qu'il a lui choisies là, mais les photos que le client choisit. Pour ça, Bertrand a demandé à Nicolas d'apporter de nouvelles photos plus habillées. Il va les poster sur des blogs, créer un compte Twitter, un CV en ligne. Nicolas aura bientôt une nouvelle identité numérique sur Google. Et du coup, les contenus qui lui posent problème aujourd'hui, qui sont sur la première page, n'apparaîtront plus en première page. Ils seront relégués en deuxième ou en troisième page. Mettre en avant la nouvelle identité de Nicolas sur le moteur de recherche, c'est le rôle de ses ingénieurs. Mais tout ça va lui coûter très cher, plus de 4 000 €. C'est un budget. Après, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc il y a vraiment on capitalise là-dessus et je pense qu'effectivement il y aura un retour derrière. Donc, j'ai hâte de voir le résultat. Nicolas va devoir être patient. Plus d'1 mois après la fin de notre tournage, les nouveaux blogs sont bien visibles sur la 2e page de Google, mais il faudra encore attendre 5 mois avant qu'ils n'arrivent en tête des résultats à la place des photos dénudées. Pour se faire oublier, Nicolas avait une solution moins chère que cette agence privée. Déposer plainte auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Daniela Parot est inspectrice à la CNIL. Chaque mois, elle reçoit des plaintes d'internautes qui ont essuyé un refus de Google d'effacer leurs traces. Là, on voit la liste des plaintes qui sont arrivées ce mois-ci. Ça va varier d'une vingtaine à, pour les mois où il y en a le plus, une quarantaine. Mais les dossiers sont souvent complexes. Daniela a du mal à trancher seule. Bonjour Mathias. Alors avec son collègue, elle étudie les dossiers les plus litigieux. Petite réunion. Des référencements et quelqu'un. C'est une personne, donc le plaignant, a raté son examen parce qu'il était en garde à vue. Et il y a eu un article, il a été interviewé, et il y a eu un article sur ce moment délicat. Le plaignant demande la suppression de son nom associé à un article gênant, car il n'arrive pas à retrouver un emploi. Pour trancher, la CNIL a défini 13 critères. Dans ce cas précis, pas de doute. On regarde de l'ancienneté, du préjudice pour la personne et bon, de l'intérêt effectivement de l'article au regard de l'information du public. On peut considérer qu'on serait plutôt sur un des référencements. Sur un des référencements, oui. En clair, l'article n'apparaîtra plus sur le moteur de recherche quand l'internaute tapera son nom. C'est ce que va demander la CNIL à Google. Mais elle n'obtiendra pas totalement gain de cause. Le lien disparaîtra en France sur google.fr, mais pas en dehors de l'Europe sur google.com. Exemple avec un cas traité récemment. Je suis sur le .fr, donc le contenu en question n'apparaît pas. Je vais passer sur le .com et là, eh bien, le blog en question ressort en premier résultat. Et donc l'information qui posait problème pour la personne et finalement est toujours accessible en .com. La CNIL a mis en demeure Google pour que les traces des utilisateurs soient effacées, même en dehors de l'Europe. Google a la mémoire longue. Cette mémoire intéresse aujourd'hui les agences de renseignement américaines. Il y a 2 ans, le lanceur d'alerte Edward Snowden révélait qu'elle nous espionne avec l'aide des moteurs de recherche. Je pars pour Londres. Je vais rencontrer un membre de Wikileaks. Cette organisation, créée par Julian Assange, est connue pour avoir publié sur son site des documents classés secret défense aux États-Unis. À Londres, un homme m'a donné rendez-vous dans un lieu plutôt inattendu.
l'ambassade d'Équateur. Menacé d'extradition vers les USA pour espionnage, Julian Assange y a trouvé refuge il y a 3 ans. Son porte-parole, Christine Harfson, vient le voir toutes les semaines. Comme souvent après chaque visite, il vient saluer les quelques irréductibles qui viennent apporter leur soutien. Ça fait du bien de savoir que nous avons des soutiens. C'est très important pour Julian Assange de se sentir entouré. Cet ancien journaliste d'investigation à la télévision islandaise est porte-parole de Wikileaks depuis 5 ans. Une fonction exposée et sensible. Il y a 6 mois, il a eu une grosse surprise sur sa messagerie Gmail. Google l'informe avoir transmis toutes les données personnelles de son compte Gmail à la justice américaine. La justice a demandé à avoir accès à tous les mails que j'ai envoyés et reçus, les brouillons des mails et même les mails que j'ai supprimés. Elle voulait aussi savoir où j'étais connecté avec mon compte. J'étais vraiment sous le choc quand ils m'ont prévenu. C'est une invasion de ma vie privée. Cette perquisition virtuelle a été faite à la demande de la justice américaine car elle poursuit Wikileaks pour espionnage. Mais la justice a exigé que cette perquisition menée il y a 3 ans reste secrète. Google vient seulement d'informer Christine alors que ces données ont été transmises en 2012. Si j'avais su immédiatement que mes données personnelles avaient été saisies, j'aurais pu me défendre tout de suite. Je trouve que le secret dans cette affaire est vraiment très inquiétant. On sait que la justice a aussi demandé à Twitter de ne rien dire. Mais Twitter a contesté et ils ont finalement obtenu le droit de me prévenir sans attendre. Selon lui, cette affaire est révélatrice de la collusion de Google avec les autorités. Google affirme avoir résisté à la demande de la justice américaine. Mais nous pensons qu'ils ne se sont pas battus très fort. Nous connaissons plutôt bien cette entreprise, et depuis longtemps. Et nous ne serions pas surpris qu'elle ait tout fait pour garder les meilleures relations possibles avec les autorités américaines. Christine n'est pas le seul concerné. L'an dernier, 50 000 comptes Gmail ont été transmis à la justice et à la NSA, l'agence de renseignement américaine. Des données personnelles largement collectées, des traces difficiles à effacer, des comptes Gmail espionnés à notre insu. Pour protéger leur vie privée, certains internautes ont fait un choix radical, se dégoogliser. Même quand elle chante, Alexia ne peut plus se passer de son ordinateur. Comme son frère Antoine, elle est accro aux écrans. Mais quand elle navigue sur Internet, elle a des habitudes bien différentes des jeunes de sa génération. Quand elle ouvre son ordinateur, voilà ce qui apparaît, un petit canard. C'est grâce à ce petit canard que cette étudiante en agronomie fait toutes ses recherches sur Internet. Ce qui a séduit Alexia, c'est ce slogan qui s'affiche sur la première page. Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas. Contrairement à Google, ce moteur de recherche n'enregistre pas l'historique de ses requêtes sur Internet. J'ai le droit à ma vie privée, il n'y a pas de raison. Que quelqu'un sache tout ce que je fais sur Internet, c'est exactement comme si j'avais une caméra dans mon salon. Pour les mails, elle utilise une messagerie française équipée d'un système de protection Enigmail. Démonstration. Lorsqu'elle envoie un message à son frère, elle clique sur ce cadenas. Quelques minutes plus tard, quand Antoine le reçoit, voilà ce qui apparaît. Là, le texte incompréhensible, c'est le message que Alexia vient de m'envoyer. Il est illisible, on ne peut obtenir aucune information de ce texte. Pour pouvoir le lire, il doit entrer un mot de passe que lui a donné sa sœur. En un clic, le message est déchiffré. Mais contrairement à Google, ce service n'est pas gratuit. Avec Google, on paye avec nos données, sans vraiment en avoir forcément conscience, sans savoir vraiment ce qu'ils vont en faire derrière. Mes données ne concernent que moi, j'ai pas envie de marchander ma vie privée.
Donc moi, j'ai préféré choisir de payer avec de l'argent. C'est pas énorme, c'est 3 € par mois. Et avec ces 3 € par mois, je sais que je reste propriétaire des mails que j'échange avec n'importe qui. Mais il y a un domaine où se dégoogliser reste compliqué. C'est le téléphone. Alexia utilise encore un portable Android exploité par Google. Bonjour, ça va très bien. Alors, elle essaye de limiter ses traces. On va où, en fait? Au magasin de musique. Pour se déplacer, elle a trouvé une alternative à Google Maps, OpenStreetMap, une application qui n'enregistre pas les déplacements des utilisateurs. OpenStreetMap fonctionne très bien. Leur objectif, c'est pas du tout de récupérer des données pour en tirer quelque chose et faire de l'argent. C'est vraiment juste mettre à disposition une carte pour les utilisateurs. Au final, Alexia et Antoine ont presque réussi à vivre sans Google. Aujourd'hui, de nouveaux moteurs de recherche viennent le concurrencer, comme les Français Qwant ou Framabi. Mais Google a toujours une longueur d'avance et des projets un peu fous. Envoyer des montgolfières, connecter la planète à Internet. Faire rouler des voitures sans conducteur. Créer des robots intelligents, des lunettes interactives. Et pourquoi pas nous rendre immortels. Alors, je peux toujours arrêter d'utiliser Google. Mais Google, lui, où s'arrêtera-t-il ? Sophie, à l'issue de votre document, on se demande comment Google a pu prendre autant de place. Comment a-t-il pu s'approprier un tel espace ? Alors, il faut savoir qu'en Europe, Google représente 90% de parts de marché. C'est énorme. C'est beaucoup plus qu'aux États-Unis, où il représente 70%. Alors, Google a surtout pris la place qu'on a bien voulu lui laisser prendre. Et ses concurrents, en fait, comme Yahoo ou Bing de Microsoft, ils ont eu beaucoup plus de mal à s'imposer parce qu'il se trouve aussi que Google est très performant. Il y a quand même eu des plaintes contre Google. Tout à fait. Depuis 5 ans, il y a une série de plaintes au niveau européen pour abus de position dominante. Mais il faut savoir que Google a une armée de lobbyistes et ils sont assez malins pour pouvoir utiliser tous les recours possibles et faire traîner les dossiers. Et puis, Sophie, il y a eu cette information dévoilée au cœur de l'été. Google est devenu une filiale d'une société appelée Alphabet. Comment l'interpréter ? Alors en fait, le moteur de recherche Google garde le même nom. Ce qui change, c'est une profonde réorganisation de la société. Puisque désormais, il y aura une maison mère, Alphabet, avec la filiale Google, le cœur historique de Google, et puis les filiales du futur, c'est-à-dire tout ce que va faire Google à l'avenir, les voitures sans conducteur, les Google Glass, les drones, les robots, et tout l'investissement sur la santé. Et en fait, l'idée pour eux, c'est de se mettre en marche justement pour organiser l'avenir, mais aussi de se protéger en cas de condamnation d'abus de position dominante, puisque si c'est le cas, Google sera seul condamné, mais ni Alphabet, ni ses filiales ne le seront. Stratégique donc. Sophie, votre document se termine par quelques alternatives, quelques exemples d'alternatives à Google. Alors, est-ce que ça marche ? Plutôt bien. Moi, j'ai testé DuckDuckGo, qu'on a vu dans le sujet. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et puis, il y a le français, Qwant, qui essaye de s'imposer. Alors, il y a encore un an, Qwant avait une ancienne version et les utilisateurs me disaient qu'à l'époque, c'était pas terrible. Maintenant, ils ont une toute nouvelle version depuis 6 mois et je trouve que c'est plutôt performant. D'ailleurs, il y a eu 2 millions d'utilisateurs en avril. Maintenant, il y en a 6, donc c'est que ça marche plutôt bien. C'est succès. Et puis, il y a la possibilité d'utiliser Google sans être repéré par le moteur de recherche. Expliquez-nous. C'est possible en effet. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des filtres. Alors, il faut aller sur ce qu'on appelle par exemple Start Page. Et si vous allez sur Start Page, vous allez sur Google, mais sans que Google le sache. C'est donc possible. Absolument. Merci Sophie. Merci Sophie pour toutes ces précisions et merci à vous pour votre fidélité. Et puis gardez le contact avec nous sur france2.fr pour nous faire partager vos suggestions, vos remarques. On se retrouve la semaine prochaine avec un numéro inédit d'Envoyé spécial. D'ici là, Guylaine, un autre rendez-vous. Oui, et c'est samedi 14h, mon envoyé spécial, le magazine. Cette semaine, ce n'est pas vous qui avez voté. Nous vous proposons le choix de la rédaction d'Envoyé spécial. Un reportage sur les auberges de jeunesse, une façon de découvrir le monde à moindre frais et qui séduit aujourd'hui bien au-delà des étudiants. Elles accueillent à bras ouverts retraités et familles. Et maintenant, très bonne fin de soirée et à très vite. Tout de suite, retrouvez les équipes de complément d'enquête. C'est à vous, Nicolas Poincaré.